Hello mes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est déjà la dernière histoire de la semaine d'Halloween. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de Richard Trenton Chase, un tueur en série américain qui a fait 6 victimes et qui a été surnommé Dracula. Alors, est-ce que vous le connaissez? Non? C'est parti! Richard Trenton Chase est né à Santa Clara County le 23 mai 1950 et il va être fils unique avant d'avoir quelques années plus tard une petite sœur. À l'âge de 10 ans, il commence à torturer des animaux et plus particulièrement des chats. La triade du sociopathe ou aussi appelée triade de McDonald est complétée avec l'énurésie et la pyromanie. L'énurésie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire pipi au lit. Cette triade peut être le signe d'un comportement violent, cependant c'est un ancien modèle donc il est à prendre avec des pincettes. Le cadre familial dans lequel il grandit n'est pas optimal puisque sa mère est suivie par 2 psychiatres et ses parents vont perdre leur maison en 1963 suite à des problèmes financiers. Chase obtient tout de même son baccalauréat et ensuite il décide d'arrêter les études et de s'octroyer une année sabbatique. Pendant son année sabbatique, il se retrouve devant le tribunal pour mineurs et il va être condamné le week-end à effectuer des travaux d'intérêt généraux parce qu'il possédait de la marijuana. Il reprend finalement les études et s'inscrit à l'American River College et pendant ce temps-là, il va continuer de boire, de se droguer et il va même être suivi par un psychiatre car il a des troubles de l'érection. Ce dernier détecte chez lui un problème mental qui serait la conséquence d'une colère refoulée, mais il ne va pas vraiment se faire suivre pour ça. En février 1971, alors qu'il loue un appartement avec des amis, il cadenasse la porte de sa chambre et il fait un trou dans le mur des toilettes. Peut-être qu'il avait un peu une attitude de voyeur à ce moment-là. Jour et nuit, il consomme de la marijuana, du LSD ainsi que de l'alcool. Il devient complètement hypocondriaque. Il est persuadé que son cœur va cesser de battre et qu'on veut lui voler ses artères. C'est bizarre ça. Un jour, il place des oranges sur sa tête car il était persuadé que la vitamine C allait se diffuser à travers son cerveau et dans son cerveau, il sentait ses os bouger donc il décide de se raser la tête pour pouvoir observer le mouvement de ces derniers. Un jour, alors que ses colocataires invitent des amis, il décide de se mettre tout nu devant eux, chose que ses colocataires n'apprécient pas. Il lui demande de partir, mais Chase refuse, il ne veut pas rentrer chez lui. Et la raison est très simple, il est persuadé que sa mère veut l'empoisonner. En 1972, ses parents divorcent et donc il leur rend visite tour à tour. Et pendant cette même année, il vit dans son appartement tout seul et la plupart du temps, il récupère des petits animaux qu'il torture, qu'il éventre et même des fois qu'il mange cru avec un Coca-Cola ou alors du milkshake. En 1973, il part en vacances en Utah et il se fait arrêter de nouveau pour trafic et violation de la probation. Et donc, c'est retour à la casse-prison. En avril 1973, lors de l'anniversaire d'un de ses amis, il fait des avances à une fille, ce qui ne plaît pas à son ami. Il lui demande donc de partir. Chase refuse. Son ami appelle la police et lorsque la police arrive sur les lieux et inspecte Chase, il trouve sur lui un calibre 22. Une nouvelle fois, il finit en prison et son père paye la caution pour qu'il puisse sortir. Après cet incident, il part vivre à Los Angeles avec sa grand-mère, mais cette dernière, qui ne le supporte plus, lui demande à son tour de partir. De retour à Sacramento, il voit plusieurs médecins pour des maux de tête et des maux de ventre et même un neurologue dont les conclusions vont être qu'il a plus un problème psychiatrique que physiologique ou alors physique. En décembre 1973, il est interné à l'American River Hospital et il va raconter à tous les soignants qu'on lui a volé son artère pulmonaire et que son sang ne circule plus dans ses veines. Et comme il se serait déjà injecté du sang de lapin, se serait déjà coupé lui-même pour boire son propre sang et aurait tué des oiseaux pour boire aussi leur sang, l'équipe médicale l'appelle Dracula. La vraie question reste, est-il schizophrène ou bien a-t-il tout simplement développé une certaine psychose à cause de toutes les drogues qu'il prend? Il retourne chez sa mère après un tas d'examens et de traitements à prendre, mais cette dernière décide de le sevrer en lui interdisant de prendre ses cachets. C'était peut-être pas la bonne solution. Chase replonge lorsqu'il retourne vivre seul et il est maintenant persuadé d'être la réincarnation du plus jeune frère de la famille du braqueur de Jesse James. Il est de nouveau interné en 1976 au Beverly Manor à cause de délires schizophréniques et somatiques.
La même année, il se dispute avec sa mère et il devient violent puisqu'il la gifle et cette dernière tombe au sol. Un jour, son père lui rend visite et il trouve que son fils est extrêmement pâle. En fait, Chase dit qu'il est empoisonné car il s'est injecté pour la seconde fois du sang de lapin. Il fait de nouveau un séjour à l'American River Hospital, il s'en échappe et cette fois-ci on l'interne dans un autre hôpital pour soins prolongés. Il est à présent considéré comme un danger pour les autres personnes et les femmes de ménage se plaignent tout le temps car elles retrouvent des oiseaux morts sous ses fenêtres. En septembre 1976, il est remis dehors et son diagnostic n'a toujours pas changé, c'est une schizophrénie paranoïde. Et rappelez-vous, la schizophrénie paranoïde, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En juin 1977, sa mère lui donne 1450 $ pour qu'il puisse faire son voyage de 3 semaines vers Washington, mais Chase va acheter 800 $, une Ford Ranchero 1960, à un homme dans le Colorado. Il se fait arrêter près du lac Tahoe et les policiers découvrent des armes dans sa voiture. En plus, Chase a du sang sur son t-shirt, mais il arrive à les convaincre que c'est parce qu'il avait chassé un animal. Le 1er octobre 1977, il vole un chien et il en achète un second à la SPA pour 15,90 $. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il va harceler la famille du premier chien au téléphone, peut-être pour les narguer de l'avoir volé leur chien. Le 2 décembre, il achète un pistolet semi-automatique pour 69,99 $. Le 29 décembre 1977, il tue sa première victime de 2 balles dans la poitrine. Il s'agit d'Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans qui a 2 enfants. Un de ses fils dira à la police qu'il a vu un des voisins rôder avec une arme à la main. Cependant, l'analyse balistique montrera qu'il ne s'agissait pas de l'arme du crime. Au début du mois de janvier 1978, il se fait interner de nouveau pour sa schizophrénie car il se plaint de sa tête, il dit qu'elle est en train de changer de forme et que quelqu'un lui aurait volé son artère pulmonaire. Il ressort de l'hôpital le 10 janvier et le 11 janvier, il accoste une de ses voisines en lui demandant une cigarette, puis il lui demande le paquet entier. Il agissait un petit peu bizarrement donc elle le lui a donné et elle dira par la suite qu'il a vu 2 animaux chez Chase, probablement les 2 chiens qu'il avait achetés auparavant. 2 semaines plus tard, il tente de cambrioler une femme mais comme la porte est fermée, il n'insiste pas plus et c'est assez étrange quand on connaît le personnage de Chase qui se disent c'est fermé, bon bah je ne rentre pas. Selon lui, une porte fermée signifiait qu'il n'avait pas l'autorisation de rentrer. Cependant, il ne va pas s'arrêter là puisqu'il va cambrioler un couple, il va leur voler des bijoux et il va aussi, chose très étrange, uriner et déféquer sur leur lit et sur leurs vêtements. Sympa. Sa deuxième victime est Teresa Wallin, une jeune femme enceinte de 3 mois qui a été tuée par 3 balles à bout portant, une dans la main et 2 dans la tête. À ce moment-là, Teresa était en train de sortir les poubelles, il en a profité pour s'introduire chez elle. Une fois qu'elle rentre, il l'a tuée. Ensuite, il a traîné le cadavre jusqu'à la chambre et l'a violée. Attention, ça va être glauque. Une fois qu'il a violé Teresa, il l'éventre, il sort ses intestins qu'il met par terre, il découpe certains de ses organes dont les reins et les dépose sur le lit. Il poignarde également ses poumons et son foie. Ensuite, il descend pour prendre un yaourt dans le frigo. Il mange son yaourt, puis il met le sang de Teresa dans le yaourt et le boit. Et aussi, il défèque dans sa bouche. Son mari, David Wallin, rentre du travail à 18 h et découvre sa femme allongée sur le dos derrière la porte avec le pull remonté au niveau des seins et le pantalon et les sous-vêtements baissés au niveau de la cheville. Ses genoux sont écartés dans une position d'agression sexuelle, son mamelon a été coupé et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été complètement éventrée et ses intestins sont par terre. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans les poumons, le foie, le diaphragme et le sein gauche. Et son pancréas a été coupé en 2. Le 23 janvier 1978, Chase achète 2 chiots de 4 mois. Pas pour les garder, non, pour les tuer et pour boire leur sang. Le 27 janvier 1978, il pénètre dans la maison d'Evelyn Meredith et commence par abattre son petit ami, Danny Meredith. Il tue Evelyn qui avait 38 ans ainsi que son fils Jason de 6 ans de 2 balles dans la tête et son neveu David qui avait 22 mois. Il se livre à des actes de nécrophilie et de cannibalisme et lorsqu'il commence à s'en prendre au corps du petit neveu de 22 mois, une petite fille de 6 ans frappe à la porte. Chase s'enfuit avec le cadavre de David et la petite fille se réfugie chez des voisins pour appeler la police. Dans la maison, il y a des empreintes pleines de sang et des traces de chaussures et la police remarque qu'il y a une grande quantité de sperme dans la bouche d'Evelyn et qu'il manque un œil à cette dernière. Toutes les empreintes vont être analysées et relevées et c'est grâce à toutes ces dernières qu'on va pouvoir retrouver le tueur. Pendant ce temps-là, Chase est rentré chez lui
et il boit le sang du petit David, il mange ses organes, notamment le cerveau, avant de se débarrasser du corps. Toute la ville recherche le petit David et en même temps la police scientifique a fait son travail. Maintenant ils recherchent le tueur, Richard Trenton Chase, et en plus de ça, les empreintes qu'ils ont relevées correspondent à celles qu'ils ont relevées chez la précédente victime. Les agents du FBI Russ Vorpagel et Robert Ressler ont été appelés pour enquêter et ils ont établi le profil du tueur. Selon eux, il s'agit d'un homme blanc, grand, dans la trentaine et mal nourri, solitaire, physiquement impur, il aurait des antécédents de maladie mentale et ou toxicomanie, qu'il continuerait de tuer et qu'il ne vivrait pas très loin de la scène de crime. Des personnes contactent la police pour leur dire que le tueur qu'ils recherchent est probablement leur voisin, car le profil lui correspond parfaitement. La police se rend chez Chase pour l'arrêter, mais lorsqu'il sonne à la porte, ce dernier ne répond pas. Sauf que les policiers entendent du bruit, donc ils décident de se cacher. Quelques heures plus tard, Chase est arrêté et quand il est arrêté, il portait un parka et des chaussures qui étaient tachées de sang. Au début, quand il fouille chez lui, il trouve le portefeuille de Danny Meredith et attention, cela va devenir plus glauque. Chez lui, les murs, le sol, le plafond, le frigo et les ustensiles de cuisine sont recouverts de sang et la police découvre un mixeur que Chase utilisait pour préparer ses smoothies. Smoothies à base de sang. D'ailleurs, l'appareil est recouvert de sang et de matière en décomposition provenant des organes de ses victimes. Dans son frigo, il y a des parties de corps d'animaux enveloppées dans de l'aluminium et la cervelle du petit David est conservée dans un tupperware. La police sortira aussi les organes internes de Teresa Wallin et Evelyn Mirotte. Pendant son interrogatoire, il se dira innocent et affirmera qu'il ne s'agit pas de sang humain mais de sang de chien. Je veux bien plaider coupable pour cruauté envers les animaux. Devant le fait accompli et devant deux psychiatres qui étaient là pour l'expertiser, Chase reconnaît les faits. Cependant, il ne montre aucun remords et explique ses actes très froidement. En 1979, le procès de Chase s'ouvre pour 6 meurtres au premier degré et son avocat lui conseille de plaider coupable pour meurtre avec préméditation sous le coup d'une maladie mentale. Après 4 mois de procès et 5 heures de délibération, Chase est reconnu coupable pour 6 meurtres et est condamné à la peine de mort le 8 mai 1979. En effet, les deux psychiatres qui l'avaient observé l'avaient jugé sain d'esprit au moment des faits et donc le jury ne s'est pas retenu quant à sa condamnation. Dans un premier temps, il est envoyé à la prison de Saint-Quentin, puis à l'hôpital psychiatrique de Vacaville avant de retourner à la prison de Saint-Quentin. Il a un comportement assez étrange avec ses camarades de prison, il est obnubilé par les nazis et les ovnis et il est persuadé que les gardiens de prison veulent l'assassiner en empoisonnant sa nourriture. Le 26 décembre 1980, il est retrouvé mort dans son lit et l'autopsie conclut qu'il s'agit d'un suicide par overdose d'antidépresseurs. Pour essayer de justifier ses actes, il a dit « La première fois que j'ai tué, c'était une sorte d'accident. Ma voiture était tombée en panne, il fallait que je me trouve un appartement car ma mère ne voulait plus me recevoir pour Noël. Avant, j'allais chez elle et je discutais avec elle, ma grand-mère et ma sœur. Frustrée, j'ai tiré depuis la portière de ma camionnette et j'ai tué quelqu'un. La deuxième fois, les gens avaient gagné plein d'argent et j'étais jaloux. On me surveillait, j'ai tué cette bonne femme et j'ai pris de son sang. Je suis entrée dans une maison et j'ai tué toute la famille. Quelqu'un m'a vu, la fille s'est pointée et a appelé la police. Mais les flics n'ont pas réussi à me dénicher. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette histoire conclut la semaine d'Halloween. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite un joyeux Halloween et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.